aussi le cas d'un autre angle, donc de l'angle social. Alors, le sida, quel est le profil social? Alors, l'une des principales, ici en général, l'une des principales préoccupations concernant la compréhension conceptuelle de la maladie repose sur la détermination de la cause, ou bien des causes. Donc, à la lumière de certaines théories sociologiques, comme le fonctionnalisme systémique, la responsabilité est attribuée exclusivement à l'individu en raison de son mode de vie, donc chargeant moralement le mode de transmission de certaines maladies, comme la syphilis au XVIIIe siècle et le sida actuellement. Et bien sûr, si on élargit le raisonnement de la maladie, il peut être considéré comme un châtiment divin et bien sûr d'un groupe, d'une communauté, d'une société, leur étant infligé pour avoir violé les règles morales. Donc dans le cas du sida, la maladie est considérée comme un châtiment divin de l'homosexualité, de la relation sexuelle libertine, des conduites sexuelles anormales. On parle de châtiment, comme je l'ai dit, de fléau, de punition, de signe de temps, et on parle même d'immunodéficience d'une société moralement malade. Or, en ce qui concerne le sida, indépendamment de la condamnation de la conduite sexuelle qui est déviante, un facteur qui augmente la charge morale, parce qu'on parle de la charge morale ici, donc on a deux côtés, il y a le côté social et le côté individuel. Donc il s'ajoute bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y a la transmission du virus par les consommateurs de drogue par voie intraveineuse, donc suite à une utilisation de seringues commune, prise de certaines substances sont caractérisées dans la société comme un stigma moral. Vas-y. Donc par la suite, il y a une conduite, donc à la tour, il y a une conduite sexuelle qui est dangereuse, chargeant négativement la maladie, donc il y a une influence directe sur la maladie elle-même, et désormais, la maladie elle-même devient immorale dans la société. Donc d'où la stigmatisation et l'exclusion du patient et du porteur du potentiel. Donc la stigmatisation et par rapport à la séropositivité et par rapport aussi au comportement dévié de l'individu dans sa société. Donc ça, qu'est-ce que ça donne? Il y en a aussi, donc, elle s'étend aussi, donc cette stigmatisation s'étend de problèmes même aux personnes contaminées, comme on le sait, par transfusion de sang contaminé, comme les hémophiles, les multitransfusés, et par transmission dite verticale, qui est la transmission mère-enfant. Donc il est nécessaire ici de souligner quelque chose d'autre, qui est le développement d'une ligne de démarcation entre séropositifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est une recherche faite, donc je travaille, c'est une recherche faite par des sociologues et des historiens en médecine. D'accord? Comme Brent, par exemple, diapo, s'il te plaît. Donc, il y a une différenciation des victimes, même par rapport au personnel de la santé. Donc, nous avons des victimes qui sont innocentes et des victimes qui sont condamnées. Pourquoi innocentes? Parce qu'elles n'ont pas un rôle direct dans la contamination. Ça veut dire qu'il n'y a pas un comportement dévié, mais elles ont été victimes, donc elles ont été contaminées par une autre personne. Mais, toujours est-il qu'elles sont considérées comme potentiellement dangereuses. Donc, la recherche de Gianni aussi, donc c'est ça, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est celle-là. Alors, donc la stigmatisation et par conséquent, les réactions sociales négatives à leur égard sont considérablement faibles par rapport à des personnes qui sont contaminées directement par un comportement dévié, comme on l'a dit, comme on l'a décrit tout à l'heure, que ce soit par la prise de drogue, que ce soit par des rapports sexuels déviés ou des comportements sexuels déviés. Diapo. Donc, les phobies, ici le problème dans la société, il y a cette intégration de la maladie même, de la perception négative qui engendre des phobies irrationnelles. Il va y avoir des phobies irrationnelles de toute la population dans la société. Donc on observe que la maladie transmissible, donc liée à une forte
sexuelle provoque une crainte de transmission facile et directe par des contacts sociaux. C'est ce qui fait la phobie de la société vis-à-vis de quelqu'un de malade. Bien fou. Donc, en second plan, il y a le caractère social de la maladie qui est détecté à partir de l'influence de la société elle-même sur le parcours de l'épidémie. Donc ici, le rôle de la société dans le parcours de la société, le jugement social sur le parcours de la société. Donc l'effet de la société découle soit des politiques, comme on le sait, officielles, officieux, le rôle social, les règles, les valeurs, les croyances. Quand je dis croyances, c'est toutes les religions aussi qui interviennent, et de coutumes. Donc, d'où mon enquête, je fais une enquête sur un échantillon de population ici à Batna, donc âge, profession et sexe confondu. Alors, peut-être que l'enquête n'est pas représentative parce que je n'ai pas vraiment eu le temps, je l'ai fait sur 2 jours, mais j'ai essayé de toucher toutes les personnes que j'ai pu. Donc le but de cette recherche est d'avoir une vue globale sur la perception sociale de cette pathologie et son influence épidémiologique. Donc c'est une recherche qui a axé sur le statut sociologique attribué aux personnes atteintes de VIH/SIDA. Donc la population citoyenne de différents niveaux sociaux, j'ai eu donc 50 échantillons. Les étudiants, donc j'ai eu des étudiants et des enseignants universitaires 15, personnel de la santé 15, les femmes, donc les femmes au foyer et les femmes actives, donc 5-5, et les lycéens. C'est-à-dire que c'est les personnes que j'ai pu toucher en 2 jours. Peut-être que c'est pas, comme je l'ai dit, l'échantillon n'est pas représentatif, mais c'est juste pour appuyer la recherche qui a été faite. Donc une interview a visé les 5 axes principaux: la définition de la maladie, les modes de contamination, de transmission, la prévention, le traitement et la perception du porteur de la maladie. Alors, les résultats ici, je n'ai pas voulu mettre les tableaux, etc., pour vous ennuyer avec des tableaux et ne pas prendre beaucoup de temps, mais les résultats que j'ai trouvés par rapport à l'échantillon, car pour 25% des interviewés, donc, a donné une définition fausse ou incomplète de la maladie. 50% connaissent les modes de contamination, 40% est au courant des moyens de prévention et 10% seulement prennent une idée sur le traitement. Donc 90% de la population dit que c'est une maladie mortelle avec une petite espérance de vie. Les réponses concernant la perception des interviewés vis-à-vis de la maladie tournent autour donc majoritairement, 95% tournent autour de la responsabilité, donc la responsabilité de la personne malade et le jugement de son comportement. Généralement, c'est des jugements religieux des individus atteints de cette maladie et leur profil d'une personne potentiellement dangereuse pour la société, y compris le personnel de la santé. Alors, la grande majorité de la population donc interviewée est mal ou non informée sur cette maladie et des moyens de prévention et du traitement, mais elle a un jugement et même une condamnation de la personne atteinte. Donc les résultats ici illustrent, à mon avis, la dimension sociale, culturelle et politique et même religieuse de l'épidémie du sida. Alors, je peux conclure ici par rapport aux données, bien sûr par rapport aux données que j'ai trouvées ici par rapport à l'enquête et à l'échantillon, que la thématique de discrimination imprègne le champ de VIH/SIDA depuis le début, enfin on le sait, dès le début, mais aujourd'hui on est en 2018, ça n'a pas vraiment changé. Donc les personnes atteintes sont exposées à une discrimination liée à leur infection, mais appartiennent également à un groupe de personnes ou un groupe social qui subissent, ou des groupes qui subissent des discriminations, qu'il s'agisse de leur usage de drogue ou bien de leur comportement sexuel. Donc, à partir de cette enquête, les données quantitatives s'inscrivent majoritairement dans les approches psychologiques et individualistes, centrées sur le processus de l'étiquetage et sur le stéréotype.
Donc les résultats apportent des informations sur les liens entre discrimination et révélation de la séropositivité. Donc ici, quand on parle de dépistage, etc., quand on voit la relation sociale et la relation sociale, ou bien le réflexe social vis-à-vis de cette maladie, ça empêche d'une façon la personne d'aller se faire diagnostiquer. Ça ne facilite pas les choses pour les personnes malades ou les personnes qui ont peur d'être malades et d'aller se faire diagnostiquer ou dépister. Donc ainsi, sur la manière dont l'expérience des discriminations peut retenir sur la santé, retentir sur la santé des personnes concernées, ainsi que l'épidémie du sida. Donc, une perspective de santé, bien sûr, quand on parle, on a un résultat, il faut qu'on donne une certaine suggestion. Donc, pour la perspective de la santé publique, peut identifier les facteurs de risque, donc individuels, et rendre la population attentive à ce qui est bon ou pas. Ça, peut-être qu'on le fait, donc en évitant à chacun de modifier ses comportements. C'est vrai qu'on le fait, mais ça ne réussit pas toujours, parce qu'il y a des gens qui sont informés, mais ils le font quand même. Donc il faut aider déjà par la société, et pourquoi? Parce que ça va au-delà de la connaissance. Parce que si on veut faire le dépistage, si on veut améliorer l'état de santé d'une manière générale, et quand on parle ici de sida, du VIH, c'est pas seulement les connaissances qu'on peut donner à la personne ou à la société, aux individus, etc. Il y a aussi le rôle des dimensions symboliques, culturelles et des choix. Donc pour cela, on encourage les mouvements associatifs, les ONG, etc. Pourquoi? Parce que quand on parle de mouvements associatifs, par exemple, en général, c'est des personnes qui ont vécu le problème et qui militent, donc qui informent et qui savent quand même sensibiliser la population et l'encourager pour un dépistage. Voilà. Donc, je vous remercie.